Europe 1, les lundis de la primaire. Ces primaires ne doivent pas être une bataille de personnes. La primaire est une chance. L'identité heureuse, l'identité retrouvée de la France. Qu'est-ce qui compte? C'est l'avenir, c'est pas le passé. Je vois bien le duel annoncé. Je veux parler au nom du peuple de France. François Fillon est avec nous en direct sur Europe 1 depuis 7h30 ce matin. Monsieur Fillon, la parole à nos auditeurs à présent. Et on commence avec Emmanuel. Il est conseiller en gestion de patrimoine. Il a 40 ans. Il nous appelle d'Izernay en Maine-et-Loire. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Monsieur Soto. Bonjour Monsieur Fillon. Ravi de pouvoir vous poser une question. Monsieur Fillon, vous êtes depuis des années le chantre de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Étant faillite dès 2007, c'est vous. Pour faire l'histoire, la France peut supporter la vérité en 2006, c'est vous. Vous souhaitez même inscrire l'équilibre des finances publiques dans la Constitution. Vous savez mieux que quiconque, notre endettement est trop élevé aujourd'hui, 100% du PIB quasiment. La dette menace notre indépendance, vous le savez mieux que quiconque, là encore. Comment alors pouvez-vous admettre l'idée de laisser filer encore une fois le déficit au-delà des 3%? Quand je vous ai entendu là-dessus il y a peu, chez Jean-Pierre Elkabbach, je crois un dimanche, j'ai été un peu surpris. Monsieur Sarkozy l'a fait en 2007 avec la loi TEPA notamment. Après, on sait très bien qu'il est difficile de rentrer dans les clous. C'est à mon avis dangereux et Bruxelles et l'Europe en général pourra-t-il accepter à nouveau une telle dérive? Et j'aurais aimé que vous vous démarquiez de tous vos compétiteurs. On va le laisser répondre si vous voulez bien, Emmanuel. François Fillon. C'est une bonne occasion pour moi de remettre les pendules à l'heure. J'ai jamais dit que je voulais laisser filer les déficits. Je dis que le budget de 2017 ne sera pas le mien. L'élection présidentielle, c'est au mois de mai. Le Parlement s'installe au début du mois de juillet. Le budget, c'est le budget de François Hollande. Et je dis que le budget de François Hollande atteindra 4,5% de déficit en 2017. C'est ce que dit grosso modo la Cour des comptes, c'est le résultat des dépenses non financées que le gouvernement est en train d'engager, et donc il faudra bien faire avec ce budget-là, qui ne sera pas le mien. Moi je propose 100 milliards d'économies sur les 5 ans du quinquennat, pour arriver à la fin du quinquennat, progressivement, à l'équilibre des comptes publics que nous n'avons pas connu depuis pratiquement 40 ans. Ça c'est une promesse de tous les candidats, à la fin du mandat on promet que c'est à zéro. Non, mais parce qu'il faut bien commencer par... on ne va pas supprimer 100 milliards de dépenses publiques en une seule fois, donc il faut le faire sur la durée. Il y a des mesures qui prennent du temps, je pense à ce que j'appelle la reprise de la révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on prend chaque politique et puis on l'évalue, et le cas échéant, on la supprime si elle est trop coûteuse. La diminution des emplois publics, elle se fait notamment par non-remplacement des départs à la retraite, donc ça prend un peu de temps. Et puis il y a des choses plus rapides, comme le passage à 65 ans qui représente 20 milliards d'économies, ou encore la dégressivité de l'assurance chômage qui en représente 15. Question suivante, c'est André, chef d'entreprise de 55 ans, qui nous appelle du Nord. Bonjour André. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour André. Allez-y. Je souhaitais vous demander comment je peux faire confiance à une personne qui s'est effacée pendant 5 ans et qui demain, futur potentiel président de la République, va se retrouver face à des gens comme Monsieur Poutine, justement, qui est autre qu'un enfant de cœur. D'abord, je ne me suis pas effacé pendant 5 ans. J'ai fait mon travail de Premier ministre, avec d'ailleurs la plus forte popularité de tous les premiers ministres quasiment de la période récente. Deuxièmement, pendant ces 5 ans, j'ai mis en œuvre un projet qui avait fait l'objet du vote des Français en 2007. Et je l'ai fait avec loyauté et dans le cadre d'un engagement que j'avais avec le président de la République et les Français. Et aujourd'hui, je propose un projet qui est le mien, qui est plus radical, qui est en parfait accord avec les convictions qui sont les miennes. Et enfin, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que tous les autres candidats de droite à cette primaire sont des candidats qui ont gouverné le pays, notamment dans le dernier quinquennat, y compris le président du groupe parlementaire de l'époque qui a voté la totalité des réformes qui ont été proposées. Donc c'est au sein de ce groupe-là qu'il faudra que vous choisissiez votre candidat à la primaire. Ils auront tous des inconvénients. Une question de Serge sur Europe1.fr. Êtes-vous, François Fillon, pour ou contre le rétablissement du service militaire? C'est un sujet qui revient régulièrement dans la campagne. Je suis d'abord pour qu'on rétablisse l'apprentissage de la discipline et de l'autorité à l'école primaire, parce que franchement, attendre 18 ans pour apprendre à des jeunes les principes de base de la vie en société, ça me paraît être un sacré gâchis. La deuxième chose que je veux dire, c'est que... mais on revient sur un point qu'on a abordé tout à l'heure à 7h45, mais vous voulez plus d'autorité, plus de présence de l'école primaire, c'est pas une question de présence. Vous voulez supprimer
créer des postes à l'éducation nationale? C'est d'abord, je propose d'augmenter un peu le temps de travail, je vous rappelle, ce qui permettra d'avoir des temps de présence plus importants. Ensuite, il n'y a pas besoin de plus de monde à l'école primaire. Enfin, la question de l'autorité n'est pas liée au nombre de personnes. La question de l'autorité, elle est liée au programme. Moi, je propose qu'on avance l'âge de l'école primaire à 5 ans d'abord. Jusqu'à quel âge l'école obligatoire pour vous? Je ne change pas l'âge de l'école obligatoire, mais je voudrais avancer à 5 ans pour qu'on ait 1 an de plus pour apprendre notamment les fondamentaux. Je veux une école primaire qui soit concentrée sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur l'apprentissage du français, de la lecture, de l'écriture, du calcul, et sur la transmission de l'autorité, du respect. Je propose même un uniforme à l'école primaire, parce que je pense que les symboles, ça compte. On parle du voile toute la journée. Donc oui à l'uniforme à l'école primaire. Oui, un uniforme qui soit choisi par les écoles, et qui soit pas... Il ne s'agit pas d'imposer à tous les Français la même tenue, mais les symboles, c'est très important. La question du service militaire, elle doit se poser par rapport à la défense nationale, par rapport aux exigences de la sécurité nationale. Et comme on ne peut pas avoir une armée d'1 million d'hommes dans notre pays aujourd'hui, le rétablissement du service militaire tel qu'on l'a connu dans le passé n'est pas une option possible. Alors après, on peut étudier d'autres options de service civil si on veut que les jeunes donnent une partie de leur temps pour la collectivité nationale, mais un service militaire à l'ancienne, c'est une nostalgie et ça ne peut pas être mis en service. On va écouter Smaïl à présent. Smaïl qui est conseiller en gestion de patrimoine. Il a 38 ans, il habite à Villers-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Smaïl. Bonjour Thomas, bonjour Monsieur Fillon. Bonjour. Ma question concerne en particulier la théorie du genre. On remarque que les groupes de pression et les lobbies en France ont réussi à intervenir auprès du pape pour que celui-ci se prononce sur la question. J'aurais aimé savoir quelles étaient vos intentions pour contrer d'abord ces lobbies concernant cette théorie en particulier et les polémistes mal intentionnés aujourd'hui en France en général. Je préférerais surtout contrer la théorie du genre plutôt que de m'attaquer à tel ou tel lobbyiste qui sont peut-être excessifs dans leur expression, mais enfin qui n'ont pas inventé le débat qui a été mis sur la table par M. Peillon. Les textes sont sur la table, les discours sont sur la table. Pour vous, elle existe la théorie du genre? Je ne dis pas que l'éducation nationale en a fait un axe de ses programmes. Je dis que la tentation est forte, que le ministre Peillon l'avait carrément annoncé, et qu'aujourd'hui, si le gouvernement a reculé, je pense que c'est en particulier sous la pression, non pas de groupes de pression, mais de l'opinion publique en général. Voilà, il y a une immense majorité des familles françaises, qui sont absolument pas catholiques, qui pensent que l'éducation nationale doit s'arrêter à l'entrée de la famille et du domicile, quoi. Que l'éducation nationale doit transmettre des compétences. Vous l'avez lu dans les manuels scolaires, la théorie du genre? Non, j'ai pas dit ça. Je viens de dire que le gouvernement avait sans doute reculé devant la pression. J'ai simplement lu que le ministre de l'Éducation nationale précédent avait voulu le faire et que le ministre actuel passe beaucoup de temps à ouvrir des débats sur des sujets qui sont pas fondamentaux, alors que l'école est en échec. Voilà. Le vrai sujet, c'est celui-là. Moi, c'est le seul qui m'intéresse. Il y a 2 millions de jeunes Français qui sont pas à l'école et qui sont pas en formation et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont illettrés et qu'il va falloir trouver le moyen de réinsérer dans la société. Ça doit être la priorité de l'école, ça devrait être la seule, on ne devrait pas avoir d'autres débats que celui-là. Question de Romain sur Europe1.fr. Que pensez-vous de l'ouverture d'une salle de shoot à Paris? Elle est prévue cette semaine, on en parlait dans le journal de 8h. Je m'y étais opposé au moment où le débat a eu lieu. Je suis contre l'ouverture de salles de shoot. Je vois bien les argumentations sur la santé, sur l'ordre public, mais je pense que toutes les concessions qui sont faites au fond au développement de la drogue sont des concessions dont les conséquences sont désastreuses. Maurice est retraité, il a 80 ans, il nous appelle de Vannes dans le Morbihan. Bonjour Maurice. Oui, bonjour Monsieur Soto, bonjour Monsieur Fillon. Bonjour. Dont j'admire votre courage et votre obstination. Ma question est la suivante. Je crois que vous l'avez déjà évoquée et je sais qu'elle n'est pas facile à traiter. Est-ce que vous envisagez la réduction du nombre des députés? C'est une question qui est souvent évoquée par beaucoup de Français. Et non seulement le nombre des députés, mais les sous-préfectures qui n'apportent absolument rien sur le plan économique. Enfin, le nombre de mandats. Pour un député, 3 mandats, mais pas plus.
Alors, moi, je propose la réduction du nombre des députés et des sénateurs. Et je propose de faire voter cette réduction dans un référendum en septembre, que j'ai déjà évoqué au début de cette émission, puisque j'envisage de poser 2 questions. Une question sur l'égalité des régimes sociaux, une question sur la réduction des nombres des parlementaires. Mais pas pour des raisons démagogiques. C'est pas pour... le Parlement est nécessaire. Quand on entend certains discours, on pense que certains Français voudraient la disparition complètement du régime parlementaire, c'est-à-dire qu'on serait dans un régime autoritaire, dictatorial ou totalement bureaucratique. Donc moi je propose cette réduction pour rénover le Parlement, pour le moderniser, pour lui donner des moyens de fonctionner et de travailler qui soient des moyens modernes. Je suis pour la fusion des départements et des régions, et j'avais proposé depuis très longtemps qu'il y ait un élu unique qu'on appelait le conseiller territorial qui permette d'organiser cette fusion. Je suis d'accord avec l'idée que la carte administrative doit être révisée. En revanche, je suis pas favorable à la réduction du nombre, enfin à imposer un nombre de mandats parlementaires, parce que je pense que c'est contraire à la liberté, que c'est contraire à la démocratie. Vous ne ferez qu'un mandat si vous êtes élu comme Alain Juppé? J'ai toujours dit qu'un mandat, c'était mon objectif. Pourquoi ? Parce que je veux jeter toutes les forces dans la bataille, que je pense que ce sera très très difficile. Pour redresser le pays, il faut prendre un maximum de risques et qu'il faut le faire en n'ayant aucune ambition de se représenter. Un tout petit mot, question de Déborah sur Europe1.fr. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission Ambition Intime présentée par Karine Le Marchand hier sur M6 ? Je crois que vous participerez à la suivante. Je ne l'ai pas vue parce que je n'ai pas pu voir cette émission hier soir, mais j'ai participé à la suivante. Chacun sait que je ne suis pas un fanatique de ce genre d'émissions, parce que je trouve qu'elles sont très décalées. Attendez, je l'ai faite parce que Karine Le Marchand a réussi à me convaincre de la faire, et je dois reconnaître qu'elle a un certain talent pour obtenir des confessions.